La plupart des hommes, poussés par le désir de l'honneur, paraissent souhaiter être aimés plutôt qu'aimés. De là vient qu'on aime généralement les flatteurs, car le flatteur est un ami en état d'infériorité ou qui fait du moins semblant d'être tel, et d'aimer plus qu'il n'est aimé. Or, être aimé et être honoré sont, semble-t-il, des notions très rapprochées, et c'est-à-dire honoré que la majorité des hommes aspirent. Mais il apparaît qu'on ne choisit pas l'honneur pour lui-même, mais seulement par accident. Pour les avantages qu'il peut procurer, ainsi qu'Aristote va l'expliquer, aussi l'amitié est-elle préférable à l'estime. En effet, on se plaît la plupart du temps à recevoir des marques de considération de la part des hommes en place en raison des espérances qu'ils font naître, car on pense obtenir d'eux ce dont on peut avoir besoin, quoi que ce soit. Dès lors, c'est comme signe d'un bienfait à recevoir qu'on se réjouit de l'honneur qu'ils vous rendent. Ceux qui, d'autre part, désirent être honorés par les gens de bien et de savoir aspirent, ce faisant, à renforcer leur propre opinion sur eux-mêmes. Ils se réjouissent dès lors de l'honneur qu'ils reçoivent, parce qu'ils sont assurés de leur propre valeur morale sur la foi du jugement porté par ceux qui la répandent. D'un autre côté, on se réjouit d'être aimé par cela même. Il résulte de tout cela qu'être aimé peut sembler préférable à être honoré, et que l'amitié est désirable par elle-même. Mais il paraît bien que l'amitié consiste plutôt à aimer qu'à être aimé. Ce qui le montre bien, c'est la joie que les mères ressentent à aimer leurs enfants. Certaines les mettent en nourrice, et elles les aiment en sachant qu'ils sont leurs enfants, mais ne cherchent pas à être aimés en retour. Si les deux choses à la fois ne sont pas possibles, mais il leur paraît suffisant de les voir prospérer. Et elles-mêmes aiment leurs enfants, même si ces derniers ne leur rendent rien de ce qui est dû à une mère, à cause de l'ignorance où ils se trouvent. 10. Amitié active et amitié passive. Suite. Amitié entre inégaux. Étant donné que l'amitié consiste plutôt dans le fait d'aimer, et qu'on loue ceux qui aiment leurs amis, il semble bien qu'aimer soit la vertu des amis, de sorte que ceux dans lesquels ce sentiment se rencontre proportionné au mérite de leur ami sont des amis constants, et leur amitié l'est aussi. C'est de cette façon, surtout en aimant, l'ami de condition inférieure arrive à compenser son infériorité par l'intensité de son affection. Que même les hommes de condition inégale peuvent être amis car ils seront aussi rendus égaux. Ainsi rendus égaux. Or, l'égalité et la ressemblance constituent l'affection, particulièrement la ressemblance de ceux qui sont semblables en vertu. Car étant stables en eux-mêmes, ils le demeurent aussi dans le rapport mutuel, et ils ne demandent ni ne rendent des services dégradants, mais on peut même dire qu'ils y mettent obstacle. Car le propre des gens vertueux, c'est à la fois d'éviter l'erreur pour eux-mêmes et de ne pas la tolérer chez leurs amis. Les méchants, au contraire, n'ont pas la stabilité, car ils ne demeurent même pas semblables à eux-mêmes, mais ils ne deviennent ainsi que pour un temps fort court, se délectant à leur méchanceté réciproque. Ceux dont l'amitié repose sur l'utilité ou le plaisir demeurent amis plus longtemps que les précédents, à savoir aussi longtemps qu'ils se procurent réciproquement des plaisirs ou des profits. C'est l'amitié basée sur l'utilité qui, semble-t-il, se forme le plus fréquemment à partir de personnes de conditions opposées. Par exemple, l'amitié d'un pauvre pour un riche, d'un ignorant pour un savant, car quand on se trouve dépourvu d'une chose dont on a envie, on donne une autre chose en retour pour l'obtenir. Le pauvre, par exemple, multipliera les témoignages d'obséquiosité envers le riche pour en obtenir de l'argent. On peut encore ranger sous ce chef le lien qui unit un amant et son aimé, un homme beau et un homme laid. C'est pourquoi l'amant apparaît parfois ridicule quand il a la prétention d'être aimé comme il aime. S'il était pareillement aimable, sans doute sa prétention serait-elle justifiée, mais s'il n'a rien de tel à offrir, elle est ridicule. Mais peut-être le contraire ne tend-il pas au contraire par sa propre nature, mais seulement par accident, le désir ayant en réalité pour objet le moyen, car le moyen est ce qui est bon. Ainsi, il est bon pour le sec, non pas de devenir humide, mais d'atteindre à l'état intermédiaire, et pour le chaud et les autres qualités, il en est de même. 11. Amitié et justice. Les types d'amitié, association particulière et cité. Mais laissons de côté ces dernières considérations, et de fait, elles sont par trop étrangères à notre sujet. Il semble bien que comme nous l'avons dit au début, que l'amitié et la justice ont rapport aux mêmes objets et interviennent entre les mêmes personnes. En effet, en toute communauté, on trouve, semble-t-il, quelques formes de justice et aussi d'amitié coexistensive. Ainsi, les hommes appellent-ils du nom d'amis leurs compagnons de navigation et leurs compagnons d'armes, ainsi que ceux qui leur sont associés dans les autres genres de communautés. Tout groupement, toute association, même temporaire, est accidentelle. Et accidentelle, poursuivant un intérêt commun, donne naissance à des rapports de droit, comme à des sentiments d'amitié. Dikaion.
Et l'étendue de leur association est la mesure de l'étendue de leur amitié, car elle détermine aussi l'étendue de leurs droits. En outre, le proverbe « ce que possèdent des amis est commun » est bien exact, car c'est dans une mise en commun que consiste l'amitié. Il y a entre frères ainsi qu'entre camarades de communauté totale. Mais pour les autres amis, la mise en commun ne porte que sur des choses déterminées, plus ou moins nombreuses suivant les cas, car les amitiés aussi suivent les mêmes variations, en plus ou en moins. Les rapports de droit admettent aussi des différences. Les droits des parents et des enfants ne sont pas les mêmes que ceux des frères entre eux, ni ceux des camarades les mêmes que ceux des citoyens. Et il en est de même pour les autres formes d'amitié. Il y a par suite aussi des différences en ce qui concerne les injustices commises dans chacune de ces différentes classes d'associés. Et l'injustice acquiert un surcroît de gravité quand elle s'adresse davantage à des amis. Par exemple, il est plus choquant de dépouiller de son argent un camarade qu'un citoyen, qu'un concitoyen. Plus choquant de refuser son assistance à un frère qu'à un étranger. Plus choquant enfin de frapper son père qu'une autre personne quelconque. Et il est naturel aussi que la justice croisse en même temps que l'amitié, attendu que l'une et l'autre existent entre les mêmes personnes et possèdent une égale extension. Mais toutes les communautés ne sont, pour ainsi dire, que des fractions de la communauté politique. On s'est réunis par exemple pour voyager ensemble, en vue de s'assurer quelque avantage déterminé, et de se procurer quelqu'une des choses nécessaires à la vie. Et c'est aussi en vue de l'avantage de ses membres. Pense-t-on généralement que la communauté politique s'est constituée à l'origine et continue à se maintenir. Et cette utilité commune est le but visé par les législateurs qui appellent juste ce qui est à l'avantage de tous. Ainsi, les autres communautés recherchent leur avantage particulier. Par exemple, les navigateurs en naviguant ensemble ont en vue l'avantage d'acquérir de l'argent ou quelque chose d'analogue. Pour les compagnons d'armes, c'est le butin, que ce soit richesse ou victoire ou prise d'une ville qu'ils désirent. Et c'est le cas également des membres d'une tribu ou d'un dème. La population de l'Attique était divisée en 10 tribus. Foulaï. Chaque tribu en 3 tritis. Tritues. Et chaque triti en dème. Certaines communautés semblent avoir pour origine l'agrément. Par exemple, celles qui unissent les membres d'un tiaz ou d'un cercle dans lequel chacun paye son écho. Associations constituées respectivement en vue d'offrir un sacrifice ou d'entretenir des relations de société. Mais toutes ces communautés semblent bien être subordonnées à la communauté politique, car la communauté politique n'a pas pour but l'avantage présent, mais ce qui est utile à la vie tout entière, qui offre des sacrifices et tiennent des réunions à cet effet, rendant ainsi des honneurs aux dieux et se procurant en même temps pour eux-mêmes des distractions agréables. En effet, les sacrifices et les réunions d'ancienne origine ont lieu, c'est un fait. Après la récolte des fruits, ils présentent le caractère d'une offrande des prémices, car c'est la saison de l'année où le peuple avait le plus de loisirs. Toutes ces communautés sont donc manifestement des fractions de la communauté politique et les espèces particulières d'amitié correspondent aux espèces particulières de communauté. 12. Constitution politique et amitié correspondantes. Il y a 3 espèces de constitutions. Platon, s'inspirant sans doute des travaux antérieurs, s'était appliqué à une étude comparée des diverses sortes de constitutions en vue de l'établissement de sa cité idéale. Aristote, dans sa propre classification des Pholiteiae, tout en critiquant les vues platoniciennes, Politeiae, tout en critiquant les vues platoniciennes, s'est manifestement inspiré de la division adoptée par son maître. Sa théorie n'en est pas moins originale et profonde. La présente analyse de l'éthique à Nicomaque demande à être complétée. Sur la classification aristotélicienne des constitutions, on peut consulter les importants commentaires de Newman dans son édition de la politique. La politique distingue 3 politeiae normales, ayant d'abord le sens général de constitution, organisation politique, auxquelles correspondent 3 déviations. Monarchie, qui dégénère en tyrannie, aristocratie, qui dégénère en oligarchie, politeia, au sens étroit, qui dégénère en démocratie. La monarchie est le gouvernement désintéressé d'un seul. Royauté et tyrannie sont toutes deux des monarchias.
La tyrannie a pour fin la conservation de la personne du tyran et de ses intérêts personnels. L'aristocratie repose, tout au moins en droit, sur la valeur personnelle des individus et a pour idéal le maintien des institutions. L'oligarchie est caractérisée par une distribution des magistratures, ce que nous appelons le pouvoir exécutif, fondé sur la fortune, et elle accorde la prépondérance à la richesse. La politeia, au sens étroit, est le gouvernement constitutionnel proprement dit. La démocratie saine est limitée en nombre, à peu près ce que nous entendons par régime censitaire, et que nous opposons à la démagogie. Cette politie constitue, selon Aristote, la forme la plus parfaite de l'organisation politique. Elle est désignée dans l'éthique du nom de timocratie, parce qu'elle est fondée sur la propriété et le sens, le revenu. Elle dégénère en démocratie, plus justement peut-être ocrocratia, réservant le nom de démocratia à la politeia, laquelle consiste dans une répartition des magistratures réglée par le sort, au profit exclusif de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Il y a donc 3 espèces de constitutions et aussi un nombre égal de déviations, c'est-à-dire de corruptions auxquelles elles sont sujettes. Les constitutions sont la royauté, l'aristocratie et en 3e lieu celle qui est fondée sur le sens et qui, semble-t-il, peut recevoir le qualificatif approprié de timocratie. La timocratie est le gouvernement qui repose sur l'honneur, quoiqu'en fait on a coutume de l'appeler la plupart du temps république. La meilleure de ces constitutions est la royauté et la plus mauvaise est la timocratie. La déviation de la royauté est la tyrannie. Toutes deux sont des monarchies, mais elles diffèrent du tout au tout. Le tyran n'a en vue que son avantage personnel, tandis que le roi a en vue celui de ses sujets. En effet, n'est pas réellement roi celui qui ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire ne possède pas la supériorité en toutes sortes de biens. Mais le roi, tel que nous le supposons, n'ayant besoin de rien de plus qu'il n'a, n'aura pas en vue ses propres intérêts, mais ceux de ses sujets, car le roi ne possédant pas ces caractères ne serait qu'un roi désigné par le sort. La tyrannie est tout le contraire de la royauté, car le tyran poursuit son bien propre, et on aperçoit plus clairement dans le cas de la tyrannie quelle est la pire des déviations, le contraire de ce qu'il y a de mieux étant ce qu'il y a de plus mauvais. De la royauté, on passe à la tyrannie, car la tyrannie est une perversion de monarchie, et dès lors le mauvais roi devient tyran. De l'aristocratie, on passe à l'oligarchie, par le vice des gouvernants, qui distribuent ce qui appartient à la cité sans tenir compte du mérite, et s'attribuent à eux-mêmes tous les biens, ou la plupart d'entre eux, et réservent les magistratures toujours aux mêmes personnes, ne faisant cas que de la richesse. Dès lors, le gouvernement est aux mains d'un petit nombre d'hommes pervers au lieu d'appartenir aux plus capables. De la timocratie, on passe à la démocratie. Elles sont en effet limitrophes, puisque la timocratie a aussi pour idéal le règne de la majorité, et que sont égaux tous ceux qui répondent aux conditions du sens. La démocratie est la moins mauvaise des gouvernements corrompus, car elle n'est qu'une légère déviation de la forme du gouvernement républicain. Telles sont donc les transformations auxquelles les constitutions sont surtout exposées, car ce sont là des changements minimes et qui se produisent le plus facilement. On peut trouver des ressemblances à ces constitutions, des modèles en quelque sorte, jusque dans l'organisation domestique. En effet, la communauté existant entre un père et ses enfants est de type royal, puisque le père prend soin de ses enfants. De là vient qu'Homère désigne Zeus du nom de père, car la royauté a pour idéal d'être un gouvernement paternel. Chez les Perses, l'autorité paternelle est tyrannique, car ils se servent de leurs enfants comme d'esclaves. Tyrannie aussi est l'autorité du maître sur ses esclaves, l'avantage du maître s'y trouvant seul engagé. Or, si cette dernière sorte d'autorité apparaît comme légitime, l'autorité paternelle de type perse est au contraire fautive, car des relations différentes appellent des formes de commandement différentes. La communauté du mari et de sa femme semble être de type aristocratique, le mari exerçant l'autorité en raison de la dignité de son sexe, et dans des matières où la main d'un homme doit se faire sentir. Mais les travaux qui conviennent à une femme, il les lui abandonne. Quand le mari étend sa domination sur toute chose, il transforme la communauté conjugale en oligarchie, puisqu'il s'agit en violation de ce qui sied à chaque époux, et non en vertu de sa supériorité. Parfois, cependant, ce sont les femmes qui gouvernent quand elles sont héritières. L'épiclérat est une institution qui semble avoir été étendue à la Grèce entière, en vertu de laquelle, si un des cuius laisse une fille unique, elle est épousée par le plus proche parent qui recueille à la fois la fille et la succession. Mais alors leur autorité ne s'exerce pas en raison de l'excellence de la personne, mais elle est due à la richesse et au pouvoir, tout comme dans les oligarchies.
La communauté entre frères est semblable à une timocratie. Il y a égalité entre eux, sauf dans la mesure où ils diffèrent par l'âge. Et c'est ce qui fait précisément que si la différence d'âge est considérable, l'affection qui les unit n'a plus rien de fraternel. La démocratie se rencontre principalement dans les demeures sans maître, car là, tous les individus sont sur un pied d'égalité, et dans celle où le chef est faible, et où chacun a la licence de faire ce qui lui plaît. 13. Forme de l'amitié correspondant aux constitutions politiques. Pour chaque forme de constitution, on voit apparaître une amitié, laquelle est coextensive aussi au rapport de justice. L'affection d'un roi pour ses sujets réside dans une supériorité de bienfaisance, car un roi fait du bien à ses sujets si, étant lui-même bon, il prend soin d'eux en vue d'assurer leur prospérité, comme un berger le fait pour son troupeau. De là vient qu'Homère a appelé Agamemnon « pasteur des peuples ». De même nature est aussi l'amour paternel, lequel cependant l'emporte ici par la grandeur des services rendus, puisque le père est l'auteur de l'existence de son enfant, ce qui de la vie générale est le plus grand des dons, ainsi que de son entretien et de son éducation, et ces bienfaits sont attribués également aux ancêtres. Et de fait, c'est une chose naturelle qu'un père gouverne ses enfants, des ancêtres leurs descendants, et un roi ses sujets. Ces diverses amitiés impliquent supériorité de bienfaits de la part d'une des parties, et c'est pourquoi encore les parents sont honorés par leurs enfants. Dès lors, les rapports de justice entre les personnes dont nous parlons ne sont pas identiques des deux côtés, mais sont proportionnés au mérite de chacun, comme c'est le cas aussi de l'affection qui les unit. L'affection entre mari et femme est la même que celle qu'on trouve dans le régime aristocratique, puisqu'elle est proportionnée à l'excellence personnelle, et qu'au meilleur revient une plus large part de bien, chaque époux recevant ce qu'il y est exactement approprié, et il en est ainsi encore pour les rapports de justice. L'affection entre frères ressemble à celle des camarades. Dans l'un et l'autre cas, ils sont liés par une commune sympathie et une similitude de goût, d'habitude et de caractère. Ils sont en effet égaux et de même âge, et tous ceux qui remplissent cette double condition ont la plupart du temps même sentiment et même caractère. Pareil à l'affection fraternelle est celle qui existe dans le régime timocratique, car ce gouvernement a pour idéal l'égalité et la vertu des citoyens, de sorte que le commandement appartient à ces derniers à tour de rôle et que tous y participent sur un pied d'égalité. Cette égalité caractérise aussi l'amitié correspondante. Dans les formes déviées de constitution, de même que la justice n'y tient qu'une place restreinte, ainsi en est-il de l'amitié, et elle est réduite à un rôle insignifiant dans la forme la plus pervertie, je veux dire dans la tyrannie, où l'amitié est nulle ou faible. En effet, là où il n'y a rien de commun entre gouvernants et gouvernés, il n'y a non plus aucune amitié, puisqu'il n'y a pas même de justice. Il en est comme dans la relation d'un artisan avec son outil, de l'âme avec le corps, d'un maître avec son esclave. Tous ces instruments sans doute peuvent être l'objet de soins de la part de ceux qui les emploient, mais il n'y a pas d'amitié ni de justice envers les choses inanimées. Mais il n'y en a pas non plus envers un cheval ou un bœuf, ni envers un esclave en tant qu'esclave. Dans ce dernier cas, les deux parties n'ont en effet rien de commun. L'esclave est un outil animé, et l'outil un esclave inanimé. Entendons qu'il est esclave, on ne peut pas avoir d'amitié pour lui, mais seulement en tant qu'il est homme, car de la vie générale, il existe certains rapports de justice entre un homme, quel qu'il soit, et tout autre homme susceptible d'avoir participation à la loi ou d'être partie à un contrat. Dès lors, il peut y avoir aussi amitié avec lui, dans la mesure où il est homme. Par suite encore, tandis que dans les tyrannies, l'amitié et la justice ne jouent qu'un faible rôle, dans les démocraties, au contraire, leur importance est extrême, car il y a beaucoup de choses communes là où les citoyens sont égaux.